Florian Pourradi, je viens vous parler un petit peu cet après-midi de mon travail. Donc, je travaille dans le milieu du sport adapté, de l'activité physique adaptée et santé depuis une dizaine d'années, et notamment dans le milieu des sports de combat. Donc, moi, j'ai occupé des fonctions de direction et d'enseignement sportif, en judo, en jiu-jitsu brésilien, en savate boxe française, dans beaucoup de sports de combat différents. Et j'ai eu l'occasion de travailler en hôpital psychiatrique et dans des structures de soins auprès de jeunes gens qui ont des pathologies ou qui souffrent de handicaps mentaux et psychiques. Donc je vais vous raconter un petit peu, vous expliquer ma façon de travailler et de concevoir les activités physiques et sportives comme en fait des instruments, des leviers de transformation, des agirs corporels et des capacités de communication et d'interaction chez des enfants qui ont des problématiques de ce point de vue-là. Donc pour commencer, je vais vous lire une petite citation de Le Breton qui dit que le corps est un système sémiologique qui fonctionne pour lui-même, mais qui s'adresse aux autres acteurs par l'intermédiaire de la gestuelle d'interaction. Donc mon domaine, c'est l'activité physique adaptée et la santé. Tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Bien sûr, je vais essayer. Merci. Oui. Donc c'est un domaine de l'activité physique qui s'intéresse aux personnes qui ne peuvent pas pratiquer dans un cadre normal l'activité physique et sportive et qui présentent des besoins spécifiques eu égard de leur pathologie, de leur problématique, qui va nécessiter une adaptation en fait, du contenu en fonction de leurs caractéristiques. Donc moi je me suis intéressé en particulier au handicap mental et psychique. Donc le handicap mental, c'est vraiment caractérisé par un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet. Mais le handicap psychique, c'est un petit peu différent. Il résulte d'une pathologie psychique identifiée. Alors ça peut être névrose, psychose, des troubles du spectre de l'autisme, c'est très varié. Et avec des modifications du comportement. Et donc certaines limitations du point de vue de la pratique physique et sportive qui vont nécessiter une prise en compte très particulière. Alors moi, je me suis intéressé en particulier aux troubles neurodéveloppementaux et en particulier aux jeunes enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Donc ce sont des enfants chez qui on retrouve des déficits du point de vue de la communication et des interactions sociales. Ils ont des comportements un petit peu restreints, répétitifs, ils ont des troubles de l'adaptation, ils ont une espèce de neuroatypie sensorielle et une motricité qui est souvent perturbée. Donc ces enfants-là, dans les clubs sportifs civils, ils ont beaucoup de mal à être intégrés, à pratiquer, et ça nécessite, alors de la part des éducateurs sportifs, une vraie connaissance de leur pathologie pour pouvoir adapter le contenu et faire que l'activité physique support elle soit vraiment un instrument de transformation et qui soit dans une zone de développement optimale pour pouvoir progresser en regard de leur pathologie. Donc c'est tout un travail d'adaptation de l'éducateur sur le plan pédagogique, sur le plan didactique, pour que l'activité puisse leur correspondre. Donc ça, c'est mon travail en tant qu'intervenant en activité physique adaptée et santé. Et en particulier, j'interviens au centre hospitalier de Montfavet. Donc ce sont des enfants qui fréquentent le centre, qui sont suivis en hôpital de jour et qui ont, dans le cadre de leur parcours de soins, une prescription médicale d'activité physique, adaptée bien sûr, donc faite par un médecin prescripteur. Et donc j'interviens dans ce cadre-là. Ce sont des ateliers de pratique sportive thérapeutiques. Et donc on se sert de différentes pratiques physiques et sportives de combat, et en particulier du grappling. Alors je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est le grappling. Voilà, pour développer certaines choses chez eux. Essayer en tout cas de faire de la pratique sportive un vrai levier de transformation et d'évolution chez ces enfants. Donc tout ça, ça rentre dans un cadre un petit peu plus large qui est le projet Sérénité. Donc c'est un projet qui a été créé par le club dont je m'occupe, qui s'appelle Impact Fight, qui est un club où on propose des sports de combat et qui est destiné justement à mettre à la portée des gens qui ont des handicaps mentaux et psychiques l'ensemble du panel des activités physiques de combat. Alors pas que le grappling, il y a le judo, le kickboxing, la savate boxe française, on fait plein de choses différentes. Et donc le grappling fait partie du panel. Et grâce à ça, on intervient depuis une dizaine d'années maintenant auprès de différents publics, enfants là en l'occurrence, mais également adultes, pour leur permettre de bénéficier d'une activité physique adaptée. Alors le grappling. Le grappling, c'est une activité interindividuelle d'opposition, de préhension. C'est-à-dire qu'en grappling, on ne percute pas, on ne frappe pas. Donc c'est un sport de lutte, où l'idée c'est vraiment d'infléchir le rapport de domination en sa faveur pour arriver à soumettre son adversaire, c'est-à-dire le contraindre à l'abandon
à la reddition au moyen d'une clé articulaire douloureuse, d'une compression ou d'un étranglement. D'accord? Donc le but, il n'y a pas de coup porté, toute violence est exclue bien sûr, on reste dans un cadre réglementaire strict, mais il faut contraindre l'adversaire à taper, à abandonner au moyen du panel technique mis à disposition. Bien sûr, il y a des interdits, on ne peut pas tout faire. La frappe en étant, on ne peut pas frapper en grappling. C'est vraiment, si on devait l'illustrer pour un public novice, ce serait de la lutte libre, mais dans laquelle le tomber, le fait de tomber sur le dos, n'arrête pas le combat. On peut donc continuer le combat au sol, et ça va engendrer des comportements moteurs beaucoup plus complexes, qui vont notamment se dérouler au sol, avec un référentiel un petit peu différent. On n'est pas que debout, on travaille debout et au sol. Il y a vraiment ces deux dimensions-là, et avec comme volonté, cette volonté de finalisation, de soumission. Alors c'est un sport qui est praticable pour les enfants très tôt, hein. On peut commencer à 4 ans sans aucun problème. Évidemment c'est adapté en fonction des catégories d'âge et niveau de pratique. Et c'est un sport en France, hein, qui est en plein essor et qui est réglementé par la Fédération française de lutte, discipline associée. Ça fait partie en fait du paysage des disciplines de la lutte. Bon, il y a la lutte libre, la gréco-romaine, la lutte féminine et le grappling qui a un nombre croissant d'adeptes dans l'Hexagone, hein, et dans le monde. C'est vraiment un sport qui est en pleine expansion. C'est un sport moderne qui est assez jeune et qui est né sur la vague du MMA, hein, dans les années 90. Ça fait partie de tous ces sports un petit peu modernes qui ont émergé avec la vague MMA. Le MMA, si vous ne connaissez pas, c'est un sport mixte où on mélange des actions de percussion et de préhension. En gros, de la lutte et de la boxe, et on peut combattre debout et au sol. C'est un sport qui a un très grand succès, et donc le grappling est un petit peu associé. Et donc, nous, on s'en est servi parce que c'est un sport qui, moi, de mon point de vue, présente un certain nombre d'intérêts pour développer les capacités d'interaction sociale ou de communication. Alors, dans un premier temps, c'est une activité qui est dite sociomotrice. Ça veut dire que c'est un agir en présence d'autrui. Hein, il y a un partenaire, adversaire en grappling, quand on travaille à l'entraînement et en compétition, dont il faut impérativement tenir compte, et ça c'est très très important. En revanche, c'est une activité qui implique ce qu'on appelle une contre-communication motrice, à l'intérieur d'un milieu qui est standardisé. Alors, c'est une communication motrice, hein, par le biais de la motricité du corps, qui est fondée sur l'opposition. Donc en grappling, il y a une véritable opposition, puisque le but, c'est d'infléchir un rapport de force en sa faveur, c'est de dominer l'adversaire, de s'imposer à lui. C'est une activité, et c'est là que c'est très intéressant, qui est sémiotrice, c'est-à-dire qui va solliciter une adaptation, une coordination continuelle avec le comportement adverse. Alors sémioteur, c'est une analyse des signes et des comportements moteurs. Quand les jeunes grappleurs ou quand les grappleurs sont en interaction, il faut en permanence analyser le comportement d'autrui et en déduire des choses qui vont nous permettre de tirer profit de la situation, de nous y adapter. C'est très important parce que quand il faut infléchir un rapport de domination, instaurer une domination sur l'autre, eh bien, il y a tout un pan stratégique qui se met en place, fait de feintes, de faux semblants. Il faut arriver à décoder l'information, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Les comportements moteurs en grappling sont complexes. Les échanges praxiques, comme on dit, sont très élaborés. Alors, la praxie motrice, hein, c'est une séquence de comportements moteurs. Donc la motricité est très élaborée et on s'en sert évidemment chez ces enfants-là, qui vont en fait dans l'échange pouvoir exprimer des conduites motrices, c'est-à-dire des comportements moteurs qui vont porter des significations, qui vont être très variés. L'action, la réaction, c'est sûr, mais aussi l'anticipation, la préparation, l'exploitation, le fait de se décentrer pour user de stratégies, ce sont des comportements moteurs qui sont d'une complexité croissante, hein, et qui sont très variés et sur lesquels on va essayer de prendre appui pour développer la communication et l'interaction. Donc, au niveau des conduites motrices, hein, le grappling, c'est une communication motrice qui est fondée sur l'opposition, hein, comme la boxe, comme le judo, mais aussi comme l'escrime ou le tennis. On est vraiment dans l'opposition avec le partenaire, même si c'est un sport d'opposition, on ne vise pas forcément la contre-communication motrice tout le temps, il y a aussi des actions de communication motrice, donc de coopération, et c'est ça qui est intéressant, et là aussi on peut prendre appui dessus, parce que c'est vrai qu'à l'entraînement, quand on évolue avec un partenaire, hein, qui peut être adversaire, mais qui peut être aussi partenaire pour nous faire progresser, il y a des notions de coopération, et il faut prendre en considération autrui,
et pour construire quelque chose avec lui, non pas forcément contre lui. Bon, il y a ces deux dimensions qui sont présentes. Donc en fait, pour moi, le grappling, ces activités physiques et sportives d'opposition, ce sont des systèmes d'éducation qui vont permettre, en fait, elles vont être conçues comme des systèmes d'éducation qui vont permettre aux jeunes enfants de s'adapter à leur environnement. Hein, elles ont le corps comme enjeu et elles vont permettre à ces jeunes de vivre une expérience motrice, relationnelle, motrice et relationnelle, hein, il y a les deux pans, qui est originale et qui va permettre de contribuer à leur développement sensoriel, moteur, affectif, et qui va leur permettre d'évoluer. C'est un petit peu, ça va leur permettre d'apprendre sur eux-mêmes tout en découvrant aussi l'autre, tout en évoluant avec et contre l'autre. Et ça va être un soutien au développement des agirs corporels, de la capacité donc d'agir avec son corps dans l'environnement et des capacités de communication et d'interaction. Alors, les activités physiques et sportives, hein, elles n'ont pas de vertu en elles-mêmes. Elles ont les vertus que le traitement didactique et pédagogique, hein, de l'éducateur va leur conférer. Donc il va falloir un petit peu les adapter, les transformer pour vraiment faire travailler la communication, les interactions sociales. Alors moi, ce qui m'intéresse dans la transformation de cette activité-là, c'est l'interaction motrice. Donc c'est une modalité, hein, certes mineure, des interactions sociales, mais il y a interaction motrice quand, dans l'accomplissement d'une tâche, voilà, le comportement de celui qui accomplit la tâche va être influencé par un ou plusieurs participants. Donc, pour moi, c'est une porte d'entrée dans la relation à autrui. Et c'est ça qui est très intéressant. Et au travers donc deux éléments dont on a déjà parlé, la communication motrice, c'est-à-dire la coopération, et la contre-communication motrice, c'est-à-dire l'opposition. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va construire un continuum sociomoteur. Si on va demander en fait aux jeunes enfants, à la fin du programme, de l'intervention, d'être capables de s'engager dans une action individuelle et ou collective en tant que partenaire, puis en tant qu'adversaire. Donc il va falloir qu'ils construisent tout un tas de comportements différents pour pouvoir évoluer vraiment des premiers stades de la sociomotricité jusqu'à l'opposition pleine et totale. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain et on est très très progressif. Il y a des enfants qui ne peuvent pas, eu égard de leur pathologie, arriver au stade d'une opposition libre, c'est sûr. Mais dans tous les cas, on se sert de ce continuum sociomoteur pour les faire progresser. Donc ça va partir, le continuum sociomoteur, vraiment de la comotricité, c'est-à-dire qu'on part dans une situation où les enfants vont être placés dans la même salle, ils vont faire des exercices qui vont mobiliser leur corps, travailler leur schéma corporel, ils vont arriver à prendre conscience de leur corps et de l'espace, mais ils vont fonctionner en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être en train de coopérer ou de communiquer avec les autres enfants. Chacun est un peu dans son monde, dans sa bulle, et travaille. Ça, c'est le premier stade qui est très important. On sollicite d'abord le corps et cette capacité à reprendre ou à prendre conscience du corps et de l'espace qui entoure, sans pour un instant aller chercher vraiment la coopération, tout simplement parce que c'est très compliqué d'aller chercher une interaction motrice, qu'elle soit de coopération ou d'opposition, tant que soi-même, avec son propre corps, on n'est pas à l'aise, et donc il faut passer souvent par des cycles où on fait apprendre à ces enfants le fonctionnement du corps, on leur fait découvrir leur corps, et on le mobilise dans l'espace, avec un répertoire d'exercices moteurs, où les enfants évoluent vraiment seuls. Et c'est qu'après qu'on va, à une étape un petit peu plus avancée, instaurer vraiment cette intermotricité de coopération. Donc là, les enfants vont être souvent par deux, parfois par petits groupes, et vont devoir fonctionner avec l'autre, hein, autour d'un but qui va être commun, et ça va nécessiter la prise en compte d'autrui. Et c'est pas forcément facile pour des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, qui ont des troubles du spectre de l'autisme, mais on va petit à petit les enjoindre à sortir un petit peu de leur bulle et à aller vers ce contact, tout simplement en aménageant le milieu, en les mettant dans des situations où, petit à petit, ils ne vont pas avoir le choix, ils vont devoir agir, interagir et prendre en considération autrui. Donc, des fois, nos interventions, elles vont s'arrêter à ce stade, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller plus loin et l'opposition est encore trop compliquée. Toute cette construction se fait de manière très progressive, hein, sur des semaines, des mois, voire des années. Il y a des enfants qu'on suit depuis très longtemps.
on a des évolutions que si on est très progressif. Hein, l'idée, c'est de leur faire construire et intérioriser, intégrer des repères sur les situations. Euh, donc ils ont des déficits, des problématiques du point de vue des interactions sociales, de la communication, et souvent donc ils n'ont pas de repères sur ces situations-là, et ça peut les plonger dans des espèces d'angoisse, d'anxiété, et donc il faut y aller très progressivement, il faut adapter très progressivement les situations euh, pour que cette ouverture vers l'autre se fasse de manière progressive. Et à une étape un petit peu après, on va rentrer dans une intermotricité, cette fois d'opposition. C'est-à-dire que de la coopération, de la relation duo, ils vont passer à l'opposition, c'est-à-dire la relation duel. Là encore, c'est toute une étape et ça ne se fait pas tout seul. Il y a toute une progressivité dans les situations qu'on met en place. Alors par exemple, on commence par les faire conquérir ou protéger un objet ou un territoire. Ainsi, l'interaction d'opposition, elle est médiée. Elle n'est pas directement sur le corps d'autrui. On n'est pas en train de manipuler, d'intervenir directement sur l'autre. Hein, encore une fois, c'est des situations qui peuvent générer des comportements agressifs ou des angoisses si elles ne sont pas maîtrisées. Donc c'est très important d'avoir la maîtrise de la situation et des différentes variables. Alors je reviendrai après sur les variables qu'on met en œuvre dans les situations. Et après seulement, on va les encourager à agir en opposition sur autrui, c'est-à-dire imposer ou se dégager d'un état physique. Donc c'est une situation qui est beaucoup plus, qui demande beaucoup plus en termes de ressources. Et donc, encore une fois, on l'a construit très progressivement, de sorte que les enfants puissent s'y adapter. Et à la fin, véritablement, on pourra les engager dans un combat dit de préhension, un combat donc beaucoup plus libre sur le plan des comportements, de ce qu'on peut faire, avec une complexité et une pression physique, temporelle, informationnelle, avec beaucoup d'informations à gérer. Bon, clairement, c'est le stade un peu ultime de notre intervention, c'est le but, on n'y arrive pas toujours. Des fois, sur le continuum sociomoteur, on peut positionner les enfants à différents degrés, surtout que chez des enfants par exemple qui ont des traitements médicamenteux, c'est vrai que leur forme, leur motivation peut un petit peu être altérée, variée, donc il faut en permanence s'adapter. Mais grâce à ce continuum, en fait, on peut en permanence ajuster les situations pour leur faire profiter en fait des bénéfices de l'activité et que vraiment ils puissent trouver quelque chose dans ces activités-là. Donc comme ce sont des petits groupes, on peut vraiment individualiser en fonction de la forme du jour, en fonction du progrès de l'enfant. Et donc, pour vraiment adapter la complexité et la difficulté des situations, pour faire en sorte que ça leur soit bénéfique, qu'ils ne soient pas confrontés à un échec ou que ça ne suscite pas chez eux de fuite ou d'agressivité ou de retrait, on doit, en tant qu'intervenant, en tant qu'enseignant, manipuler certaines variables qui sont très très importantes, dont on se sert pour établir une progression. Donc effectivement, notre progression, elle prend appui sur le continuum sociomoteur, de la comotricité à la coopération et à l'opposition, mais elle prend aussi en compte d'autres variables, par exemple les notions de proxémie, c'est-à-dire la distance d'interaction sociale. Le grappling, c'est une activité où on est très proche, extrêmement rapproché. Donc, dans nos situations, quand on présente l'activité aux enfants, on ne commence pas forcément toujours collé. On fait en sorte de mettre en place des jeux et des situations où l'enfant peut gérer un petit peu la distance. Il n'est pas forcément collé tout le temps. Et s'il y a des interactions motrices, elles ne sont pas forcément toutes proches. Et certaines peuvent être lointaines. Et ça constitue déjà un premier pas. La nature donc, de la relation intermotrice, j'en ai parlé, qu'elle soit comotrice, de coopération ou d'opposition. Donc on peut jouer sur tout le panel pour travailler sur les situations. Et après, il y a la durée de la relation intermotrice. Quand vous êtes dans une situation d'opposition, c'est vrai que c'est absolument pas la même chose quand on est dans une situation qui nous contraint à être collé en opposition avec l'autre pendant un certain temps, ou si c'est une situation qui laisse la possibilité de se dégager de marge de manœuvre pour pouvoir souffler un petit peu. Donc on se sert aussi de cette variable, donc proxémie, nature de la relation intermotrice et la durée de la relation intermotrice, pour pouvoir en fait paramétrer nos situations. C'est vrai que le grappling, on le propose, alors parfois en première intention, mais parfois on peut aussi le proposer à l'issue d'un autre cycle de sport de combat, par exemple la boxe, par exemple la canne ou le bâton d'armes, qui sont donc des activités physiques et sportives où on est plus loin. La proxémie,
n'est pas la même, et donc ça peut être intéressant chez certains jeunes qui ont beaucoup de problématiques avec le contact. On commence encore une fois avec des activités physiques un petit peu lointaines où l'interaction est fugace, avant d'aller sur des activités un peu plus corps à corps, comme le grappling. Donc ça c'est notre méthodologie d'approche, et c'est vrai qu'elle a montré, ça fait 10 ans nous qu'on travaille comme ça avec les jeunes, et ça montre d'assez bons résultats, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à les faire progresser pour peu qu'on prenne en considération les capacités de l'enfant. Alors au moment où on fait la séance, des fois il faut adapter, et pour peu qu'on soit progressif dans la construction des contenus. Donc c'est vrai que pour aller vers une opposition libre, c'est très anxiogène au départ, donc on y va extrêmement progressivement, et après vraiment quelques semaines, quelques mois dans d'autres types d'activités avec de la coopération. Mais c'est vrai que on se sert vraiment du corps et on se sert de la relation à autrui, donc à la fois de la psychomotricité et de la sociomotricité, pour faire travailler vraiment, pour faire s'exprimer ces enfants qui ont donc des déficits dans la communication, dans les interactions sociales. Au travers de cette interaction motrice, c'est tout simplement une autre porte d'entrée. Quand le canal de communication classique peut présenter des difficultés, nous on essaie de contourner un petit peu les difficultés, d'avoir d'autres canaux de communication sur lesquels nous appuyer. Et c'est vrai que au travers du corps se jouent beaucoup de choses. Et on peut se servir des interactions corporelles pour voilà, développer certaines capacités chez ces enfants qui peuvent faire défaut. Je peux vous lire une petite citation de Merleau-Ponty qui dit que le corps est un espace éminemment expressif, mais il n'est pas un espace expressif parmi d'autres, il est à l'origine de tous les autres, ce qui projette au dehors les significations en leur donnant un lieu, ce qui fait d'elles qu'elles se mettent à exister comme des choses sous nos mains, sous nos yeux. Notre corps est en ce sens ce qui dessine et fait vivre le monde, notre moyen général d'avoir un monde. Moi, c'est vrai que c'est une citation qui me parle, et quand on s'intéresse un petit peu plus aux relations entre la cognition, l'action, on se rend compte qu'il y a beaucoup de circularité, c'est-à-dire que c'est en agissant sur le monde, en agissant dans l'environnement, on peut initier des transformations, notamment du point de vue de la cognition, et inversement, donc tout est interrelié. Et donc c'est vrai que chez des enfants qui présentent des altérations de la boucle sensorhypnosie-praxique à tous les niveaux, eh bien on peut se servir de la motricité et de l'interaction motrice, de la sociomotricité, pour un petit peu passer outre certaines difficultés et faire vraiment de la discipline un levier de transformation et de développement. Voilà, c'est un peu notre credo et ce qu'on essaye de mettre en place au quotidien avec ces enfants-là. Voilà, pour moi c'est bon.